Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une question à vous poser. C'est quoi pour vous un bon film? C'est quoi pour vous un chef-d'œuvre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un film tout simplement avec de jolis plans? Est-ce que c'est un film qui a un très bon montage, une bonne musique, de bons acteurs? Est-ce que c'est un film qui a des beaux décors? Est-ce que c'est un film qui est simplement juste drôle, juste émotionnel ou qui a des belles scènes d'action? Eh bien en fait, c'est un peu de tout ça. Le premier qui me répond que Dune est un bon film, je lui mets un coup de hache. C'est bon pour vous? Je rigole, c'est de l'humour. Non, aujourd'hui, on va essayer de répondre. On va pas vraiment répondre à cette question, mais on va parler du genre de film le plus compliqué à faire de l'univers, à savoir la comédie. Et on se retrouve après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors il faut savoir que moi j'ai fait, donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, moi j'ai fait le cours Florent. J'ai fait le cours Florent, alors j'étais un bien piètre acteur, mais j'ai fait du tragique, du comique, j'ai fait un peu des deux. Et je peux vous dire, que ce soit au cinéma, au théâtre, en livre, en série, en tout ce que vous voulez, il est bien plus dur de faire rire que de faire pleurer. Parce que bah, faire pleurer, c'est des choses qui sont, comment dirais-je, plus... plus... plus communes. Dans le sens où, admettons, quelqu'un meurt, on pleure, tous, parce qu'on a une âme, et que nous sommes des êtres humains. Admettons, je vous prends un exemple. Regardez, je ne sais pas, Le Roi Lion, la mort de Mufasa. Si vous ne pleurez pas à la mort de Mufasa, c'est que vous êtes un robot, et que vous n'avez pas d'âme. Exemple, vous voyez et du coup, c'est intéressant de voir à quel point la comédie est un art compliqué, c'est un art complexe. Et que si au début du théâtre grec, et puis avec Shakespeare, Phédo, tout ça, on a eu des grandes pièces comiques qui sont vraiment extrêmement drôles, mais on se rend compte que c'est extrêmement dur à jouer. C'est pour ça que je n'en ai pas joué beaucoup, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est une affaire de rythme, costume, de mise en scène, mais surtout de rythme, de rythme, de rythme, et de rythme, et d'interprétation. C'est-à-dire que le rire, c'est une question de timing. Pourquoi est-ce qu'une blague dit à tel moment fera plus rire que la même blague à 2 secondes de différence? C'est très intéressant de voir ça. Et on voit ça parfaitement dans le cinéma français. Parce qu'aujourd'hui, on va parler comédie française et de comment, selon mon humble avis de cinéphile, n'est-ce pas, la comédie française est actuellement en mort cérébrale depuis bientôt 15 ans. Je vais vous donner plusieurs exemples. Dans les années 60, 70, 80, on a eu des dizaines et des dizaines d'auteurs, malheureusement pratiquement tous masculins, qui nous ont livré, en termes de scénario ou de réalisation, des comédies qui étaient très travaillées. Je parle de tous les films avec Gérard Houry, de tous les films de Gérard Houry, pardon, notamment les films avec Belmondo, les films avec De Funès, La Grande Vadrouille, ce genre de comédies qui avaient des costumes, qui avaient des décors, qui avaient des répliques, qui avaient un sens du rythme, où le tempo comique, on ne le perdait pas. Et où c'était surtout des véritables films d'acteurs, où la mise en scène était certes travaillée, mais où c'était souvent des plans fixes, parce que la comédie, elle marche bien en plan fixe. Sauf que, pour passer d'un plan fixe à un autre plan fixe, il faut faire ce qu'on appelle du montage. Et oui, on reviendra sur le montage quand on parlera de Philippe Lachaud. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que jusqu'à les années 2000, on va dire, fin 90-2000, la comédie était véritablement un art cinématographique français. Ça l'est toujours aujourd'hui, bien entendu, parce que quasiment un film sur 2, voire un film sur 3 qui sort en France, qui est produit en France, est une comédie. Regardez, à l'heure actuelle, au cinéma, qu'est-ce qui se passe au cinéma français? On a du Cobu, on a le film sur les prisons corses, là. Voilà, sur 2 films, il y en a un qui est une comédie. C'est QFD. Ce que je veux vous dire, c'est que la comédie, elle a glow up. Elle a eu un espace de
comment dirais-je, de maîtrise, et qu'elle a fait éclore des milliers, enfin des dizaines et des dizaines d'acteurs, du millier, toujours plus. Et que du coup, c'est très intéressant de voir que les choses qui faisaient rire, elles évoluent avec l'évolution sociétale de notre société française. Oh, putain, Montesquieu, là, je suis en roue libre. Ce que je veux dire par là, c'est que, regardez, dans les années 90, quand Les Bronzés, enfin le Club du Splendide a commencé à faire des comédies, notamment Les Bronzés, le premier du nom. C'était une comédie qui parlait des espèces de bourges un peu qui partaient dans des clubs de vacances. Ça fait rire parce que ce sont des comédies auxquelles on peut s'identifier. Comme Les Visiteurs, où il y a encore des comédies, qui sont globalement des comédies de droite. C'est pas un défaut, il y a des très bons films qui sont de droite. Ça veut pas dire que je suis de droite, attention. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ensuite on a eu dans les années 2000, comme tout le cinéma mondial, de nouvelles caméras, de nouvelles façons de fabriquer les décors, de nouvelles façons d'écrire, de nouvelles façons de faire des blagues. Et on a eu, pour moi, le prime absolu de la comédie française, en la personne de Mission Cléopâtre, qui est certes une adaptation d'Astérix, donc qui est adaptée d'une œuvre déjà existante, mais qui était quand même une comédie qui était extrêmement ambitieuse. Elle avait coûté, je crois, 70-75 millions d'euros, hein, mais il y a des décors qui sont sublimes. Alain Chabat, c'est un très bon dialoguiste, c'est un excellent directeur d'acteurs. Il arrive à faire des plans magnifiques, alors que le gars fait juste des blagues, en fait. Voilà, c'est tout. Et on a eu, pour moi, juste après, ce que je considère comme, pratiquement au-dessus en fait de Mission Cléopâtre, les OSS 117 de Michel Hazanavicius. Le 1 et notamment le 2, qui sont pour moi des véritables films de cinéma avant d'être des films de comédie. C'est-à-dire c'est des films qui travaillent tous leurs points artistiques. La musique, la direction d'acteurs, les costumes, la mise en scène. C'est beau en fait. C'est beau. Et quand on en ferait un film dramatique, que ce serait quand même un excellent film. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, on a eu dans les années 2010-2020, on a eu l'émergence de certaines personnes qui ne sont pas drôles. Et qui font des mauvaises comédies. Tout simplement parce que la comédie s'effondre. Le système de financement des films en France et aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Égypte, en Inde, en Chine, en Japon, en Corée, chaque pays a son système de financement de films. Chaque pays est différent. Mais en France, on produit beaucoup de films. Voilà. C'est pour ça que quand on dit on peut pas faire des films d'action à l'américaine en France, c'est vrai. Quasiment, tous les films, les gros films à gros budget, en dehors des Mousquetaires, qui est une exception très intéressante, ce sont des films qui sont produits sur des plateformes. Regardez Le Convoi de la Peur. Regardez Balle perdue avec Alban Lenoir. C'est produit par Netflix. Regardez Anti-Gang avec Alban Lenoir. C'est produit par Disney+. Parce que la France, elle produit trop de films. Et c'est des films et que du coup, il y a moins de budget à attribuer à chaque film. Ce qui fait qu'on a des films qui artistiquement sont creux ou avec des manques de budget. Alors attention, on peut faire des excellents films avec peu de budget. Hein. Il y a plein de réalisateurs qui ont commencé par faire des films fauchés et qui ont fait des films exceptionnels. Regardez le premier Terminator, c'est un film qui a coûté, je crois, moins de 100 millions, quelque chose comme ça. Il a coûté genre 20 millions, quelque chose comme ça. Enfin bref, un film vraiment avec un budget qui pour l'époque était très bien, mais qui aujourd'hui avec nos standards sont très peu finalement. Et il arrive à en faire un chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est exactement là que je veux en venir. C'est-à-dire que si la France faisait moins de films, c'est-à-dire que, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais admettons, parce qu'il y a les films grand public qu'on voit, mais il y a les films qui sortent aussi dans 2 salles, dans 3 salles, dans 4 salles, les gros films à 1500, puis ensuite, en plus il y a les courts-métrages qui sortent sur YouTube, il y a des longs-métrages qui sortent sur YouTube et qui passent sous les radars complets, parce qu'ils n'ont pas trouvé de financiers. Si le CNC, toutes les instances de production françaises produisaient, au lieu de produire 4000 films par an, produisaient 200 films, 2000 films par an. Ça permettrait de mieux redistribuer le budget et d'avoir peut-être des scénarios plus intéressants,
plus diversifié, et même en termes de comédie, plus travaillé, parce que le seul, à l'heure actuelle, dans le cinéma français, qui arrive à faire des comédies véritablement travaillées, populaires, et qui rapportent de l'argent, c'est Alain Chabat, qui malheureusement fait peu de choses, mais que là, il prépare... Qu'est-ce qu'il prépare? Un Astérix pour Netflix. Voilà, parce que... voilà, tout simplement. Ou le duo Toledano et Nakache qui arrivent à faire des comédies quand même très travaillées, très sympathiques et qui sont pratiquement tous des chefs-d'œuvre, sauf Samba qui est pas très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à part ces deux-là, eh bien, on est sur une hégémonie de Philippe Lachaud, Philippe de Chauvron, qui essayent de faire des comédies. En fait, c'est Philippe Lachaud. Alors, autant Philippe de Chauvron, c'est un cas à part. Autant Philippe Lachaud, c'est... Je mets Philippe Lachaud, enfin, je mets la bande à Fifi dans le même bateau. C'est des gens qui n'auraient jamais dû accéder au cinéma. Parce qu'ils faisaient des sketchs dans la bande à Fifi sur Canal+, et ça marchait plutôt bien. Alors, des sketchs qui étaient... Bon, de ce que j'ai vu, pas non plus éclatés au sol, mais qui n'étaient pas non plus... voilà, quoi. Hein, Canal+, il passe de Les Nuls à Philippe Lachaud. Donc bon, c'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une baisse artistique, une baisse du niveau artistique de la comédie. C'est-à-dire que Philippe Lachaud, quand il fait Babysitting 1, c'est un film qui a une idée. C'est pour ça, moi, je ne cracherai pas sur Philippe Lachaud, enfin en tout cas sur ses 2-3 premiers films. Honnêtement, parce que je les ai vus quand j'étais jeune ado, pré-ado, et que j'étais en mode putain, c'est trop drôle et tout, waouh. Et que même en les revoyant, je trouve ça drôle. Babysitting 1, c'est une grosse soirée qui dégénère. Gérard Jugnot, donc un peu le prototype du bourgeois de droite, pété de thunes, trouve une caméra et ils vont remonter le fil de la soirée, à savoir un film en found footage. Franchement, c'est peut-être pas fin, les blagues sont peut-être un peu vieillies, mais au moins, il y a une idée de mise en scène, à savoir que c'est filmé à la caméra. Donc il y a une idée de cinéma dedans, il y a une idée de scénario, au moins il y a une idée, il y a quelque chose. Babysitting 2, déjà on perd cette idée, mais il y a quand même des blagues qui sont plus ou moins bien senties, qui sont assez marrantes, qui sont assez travaillées, où tu te dis putain là la blague elle fonctionne. Ensuite, on a alibi.com. Et alors là, ça commence à puer du cul, mais puer du cul sévère. C'est-à-dire que c'est globalement un film qui encourage le mensonge. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut faire de superbes comédies sur des connards. Hein. Oui, regardez OSS 117. OSS 117 est un connard. Et c'est dit dans les deux films, enfin, en tout cas dans les deux premiers. C'est un connard et il est souvent moqué, rabaissé, voire détruit pour ça. À raison. Mais là, non. Là, justement... Ce que font les personnages de Philippe Lachaud, Tarek Boudali et tous les autres menteurs, ils promulguent le mensonge, donc une chose qui est foncièrement mauvaise, mais en se disant « c'est des menteurs, mais franchement c'est quand même marrant ». Ils promulguent des choses négatives. Et c'est ce qui se passe dans tous les films de la comédie française. Dans Épouse-moi mon pote, c'est homophobe, c'est une comédie homophobe, il n'y a pas d'autres... Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas s'amuser des clichés. Au contraire, les clichés, on peut s'amuser et les détourner pour en faire quelque chose de drôle. Mais c'est très compliqué de le faire. OSS 117 l'a bien fait. Parce que il y a du travail de cinéma dedans. Alors que dans la bande à Fifi, Épouse-moi mon pote, c'est une comédie homophobe. Et raciste aussi, hein, parce que globalement, hein, là on va dire que je chipote, mais globalement, les comédies françaises... Allez, 2 comédies sur 3, c'est raciste. Globalement. Et après, les gens disent, mais non, mais pas du tout. Si, vraiment, c'est raciste. Ensuite, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Alibi.com. On a eu 3 jours max. Enfin, 30 jours max. Là. Ça, j'ai même pas envie d'en parler. C'est une parodie de film d'action. Il a vu Mission Impossible. Il s'est dit, je vais essayer d'en faire une parodie. Ce qui en soit pas forcément mauvais. Mais c'est tellement mal joué, mal réalisé, que c'est un enfer. Nicky Larson qui là adapte un manga. Vous connaissez mon amour pour les mangas, j'adore ça. C'est faux. C'est pas si mal, mais c'est pas drôle. C'est-à-dire que les scènes d'action sont sympas, c'est tout. Tout le reste, Nicky Larson, c'est quand même un film qui nous dit franco, hein, la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est de tomber amoureux d'un homme. Encore une fois, une comédie homophobe, donc super. Et ensuite, on a vraiment, pour moi, le summum, le summum
de l'énervement, et là ça me touche directement, et c'est ce dont on va parler juste après, eh bien c'est super-héros malgré lui. Parce que les films de super-héros ont énormément de succès. Bon, c'est normal, ce sont quasiment tous des chefs-d'œuvre. Ça c'est pour tacler un peu les intellectuels. Et du coup Philippe Lachaud se dit putain, je vais faire une parodie de film de super-héros. Mais oui! Mais franchement, une parodie française de films de super-héros. Je me dis franchement, idée, ça peut être drôle. Sauf que aucune blague n'est drôle. Dans Super-héros malgré lui, aucune blague n'est marrante. Mais aucune. C'est-à-dire que même dans des films complètement nuls, complètement stupides, complètement à chier, il y a toujours au moins, personnellement, une ou deux blagues où je me dis « Ah, c'est marrant quand même. » Tu vois, même dans le film d'Olivier Barou, Menteur, que j'ai été voir avec mon pote Mehdi, il y a au moins une blague qui nous a fait pleurer de rire. Sur 1h30. C'est peu, mais au moins il y a une blague. Et là, il n'y a rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire que c'est là où je vais en venir et où on va finir avec l'analyse. C'est que les comédies françaises ne proposent plus rien. Soit ce sont des scénarios, alors certes, qui divergent d'un film à l'autre, mais qui sont globalement la même chose. Me lancez pas sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est la promulgation du racisme et de l'extrême droite, hein, sous couvert de mais on peut pas être raciste puisqu'on combat le racisme. C'est raciste, c'est homophobe, c'est lesbophobe, voilà, c'est anti-juif, enfin c'est antisémite, c'est une comédie de droite, d'extrême droite même je dirais. Donc ça c'est une catastrophe. Deuxièmement, c'est une comédie, ce sont des comédies qui n'ont plus rien d'artistique. Là où Christian Clavier était dans la troupe du Splendide et même dans certains films après un acteur très bon avec un véritable... C'est un acteur qui provient du théâtre, donc c'est un acteur qui a le sens du rythme, qui a le sens de l'interprétation, du tempo comique, mais qui s'est enfermé dans le même personnage à chaque film et qui, comme Didier Bourdon finalement, qui fait exactement le même rôle de personnage, le même type de personnage à chaque fois, à savoir le vieux bourgeois un peu réac de droite qui finit par faire des blagues racistes. Et donc là, tous les vieux, et c'est pour ça que tous les vieux de 50, 60, 70 ans, quand ils vont voir ce genre de comédie, ils sont en mode ah putain, quelle comédie, et franchement, on se marre, hein, parce que là, à cette époque, on peut plus rien dire, et là, c'est une comédie qui ose. Ben évidemment qu'on peut plus rien dire, mais c'est tant mieux, c'est que les gens sont moins cons, en fait. Ah ouais, mais non, mais c'est une vraie comédie. Non, c'est de la merde. Moi, quand ma grand-mère va me dire oui, j'ai été voir Philippe Lachaud, j'ai été voir ceci, je suis en mode oh mamie, s'il te plaît, respecte-toi, va voir Spider-Man, au moins fais quelque chose, quoi, non. Enfin, vous voyez, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut détester ces films. Le cinéma est un art et tout le monde a le droit d'aimer n'importe quel film. Même Dune. Moi, je déteste Dune et je trouve que c'est la pire chose qui soit arrivée au cinéma. Et pourtant, vous avez le droit d'être fan de Timothée Chalamet et de ses bouclettes et de sniffer du sable sur une dune. C'est ok. Moi, je vous donne juste mon opinion. Je trouve que la comédie, elle est morte. La comédie française, elle n'a plus d'interprétation, elle n'a plus de jeu d'acteur, elle n'a plus de tempo, il n'y a plus de montage, il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on va voir en comparant deux séquences de comédie, à savoir la séquence qui me fait le plus rire de l'histoire de la comédie française, de OSS 117, et une de Philippe Lachaud. Comment vous avez fait ça? Je couds. D'ailleurs, tenez. C'est pour vous. Je propose qu'on fasse une trêve. Nos deux pays sont amis, je vous le rappelle. Faisons l'effort. Oui, vous avez raison. C'est ridicule. Voilà. Cadeau. De Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? Oui. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand.
Même sans armes, je peux vous réduire en poussière, en un claquement de doigts. Et merde. Cinq ans de travaux, 700 millions d'euros de dons. Grâce à votre générosité, tel le Christ notre Sauveur, Notre-Dame a ressuscité. Vous voyez pourquoi celle de OSS 117 marche? Parce que l'interprétation, ça tient en un seul mot. Jean Dujardin, Louise Monod, le décor, les objectifs de caméra, les costumes, tout, on croit à ce qu'on voit. On croit que OSS 117 est un espion complètement débile, on croit à son jeu de mots de merde, et c'est tellement innocent, c'est tellement stupide que ça nous fait rire. Là où celle de Philippe Lachaud, il n'y a rien du tout d'artistique dedans. Il n'y a rien. C'est juste, on ne croit même pas à l'interprétation des personnages. C'est ce que disait Bernard Campan quand il était interviewé sur Click en parlant des Inconnus. C'est qu'il disait, en fait, ce qui était drôle dans les Inconnus, c'est que nous, on était des acteurs de théâtre et que nous, on jouait des personnages. Et c'est exactement, ce sera le mot de la fin. La comédie, on croit à la comédie quand les personnages sont interprétés, quand on croit à ce qu'on voit à l'écran. Comme n'importe quel film. L'acteur, c'est une chose extrêmement... L'acteur ou l'actrice, évidemment, c'est très intéressant, mais c'est une chose à double tranchant. Parce qu'à chaque fois qu'on la voit, ou qu'on le voit dans un rôle, on se dit, il faut que le gars arrive à nous faire oublier son rôle précédent. Il faut que le gars, on se dise, putain, je ne vois plus le comédien, je vois le personnage. Par exemple, Robert Pattinson, quand il fait Batman, tout le monde se dit, ouais, c'est quand même Edward Cullen dans Twilight. Et en une image, il nous a fait oublier toute sa carrière. Simple. Alors que Didier Bourdon, Philippe Lachaud, Christian Clavier, à chaque film, même si les personnages, les univers sont différents, ce sont tout le temps le même type de personnages vides, creux, et parfois même racistes de surcroît. Donc, je sais que certains cinéphiles vont me dire, oui, il y a des petites pépites à droite à gauche, il y a Florent Bernard qui écrit des belles comédies, il y a Jonathan Cohen, il y a même Monia Chokri. Ouais, mais Monia Chokri, elle est québécoise. Alors certes, c'est francophone, mais c'est pas français. Donc, il y a encore des petits espoirs de pépites un peu, sauf que c'est pas véritablement du cinéma français. C'est-à-dire que Jonathan Cohen, je parle pas de lui en tant qu'acteur, hein, je parle de lui en tant que scénariste, producteur, voire même réalisateur. La Flamme et le Flambeau, c'est pas vraiment du cinéma français, c'est une série. Quand il fait Sentinelle, c'est sur Amazon. Voilà. Donc c'est Florent Bernard, ok, mais Florent Bernard, c'est un mec qui vient d'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? La comédie française, la comédie franco-française, elle n'a plus rien, elle n'a plus de base. Et elle a besoin d'évoluer, de changer pour devenir plus artistique. Voilà. C'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'allez pas voir Dune 2 au cinéma, allez plutôt voir Nous les Leroy ou Monkey Man, parce qu'il y a Dev Patel qui met les grosses patates dans les gens, et ça c'est un peu marrant. Allez, peace.